Navré d'avoir dû effectivement procéder à ce petit report de 24 heures, mais il y a une semaine avec Valérie Pécresse, compte tenu de ce que devenait l'actualité, nous avons considéré qu'il était important, urgent, de pouvoir rassembler sur une scène parisienne, en l'occurrence à la Scala hier, un certain nombre de personnalités du monde de la culture, du monde des arts, du monde des lettres, un certain nombre d'intellectuels, et qu'il devenait d'autant plus important de les réunir et de les entendre qu'un certain nombre de gens qui se sont montrés extrêmement bavards depuis le 7 octobre, qui ont trouvé énormément de temps pour signer des tribunes, pour faire des vidéos sur Instagram, sur TikTok, pour aller manifester, pour les Blanches Gardin, pour tout un tas d'humoristes, pour tout un tas de chanteurs, pour tout un tas d'intellectuels, pour tout un tas d'étudiants de Sciences Po qui ont transformé Sciences Po en ZAD, pour tout un tas d'autres zadistes qui ont transformé la place de la République, pareil, en ZAD tous les samedis. Tous ces gens-là qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont trouvé beaucoup de mégaphones, qui ont bariolé beaucoup de banderoles, qui ont été reçus dans beaucoup d'émissions. Bizarrement, nous trouvions que depuis quelques jours, ils se faisaient fort silencieux quand un peuple entier était massacré par son propre pouvoir et par ses propres dirigeants. Et donc, il nous apparaissait important de faire comprendre à certains que s'indigner, c'est bien, mais qu'on ne s'indigne pas que lorsqu'il y a des Juifs et Israël mêlés à l'histoire, en fait. Et que si vraiment on est porté par des valeurs humanistes, que si vraiment on est porté par l'amour de son prochain, que si vraiment le sort de la veuve et de l'orphelin et de l'innocent qui meurt sous les bombes ou sous les balles, de familles à Téhéran, entendez bien cette histoire, qui vont récupérer les cadavres de leurs enfants et auxquels on demande $2500 par balle, auxquels les hôpitaux iraniens demandent $2500 par balle. Eh bien, en principe, quand on est porté par des valeurs humanistes et qu'on a le sort de pauvres gens chevillés au corps, que le bourreau s'appelle le Hamas, que la victime ait été tuée par une balle ou par un missile de l'armée israélienne, ou que ça s'appelle les mollahs iraniens, en principe, l'indignation doit être la même. Voilà. Sinon, on s'appelle, il y a un mot en français, ça s'appelle être un tartuffe. Voilà. Quand face à deux situations, on arrive à en dénoncer une et pas à voir l'autre, c'est qu'on s'appelle un tartuffe. Donc j'ai déjà déraillé par rapport à ce que je voulais dire, mais c'était pour vous dire à quel point la soirée d'hier était importante. Et donc je voulais m'excuser auprès de vous d'avoir dû, il y a quelques jours, vous proposer ce changement. Merci, cher Harry, pour l'accueil. Merci, cher David, pour l'accueil dans ta ville, dans cette belle ville dont tu es le premier adjoint. Je crois que Sophie Deschiens doit aussi nous rejoindre. Moi, j'adore venir à Levallois parce que je suis parisien. Et donc, j'aime bien me rappeler qu'on peut vivre pas loin de Paris, avoir des villes propres, un peu bien tenues, où il n'y a pas plus de rats que d'habitants, où il n'y a pas des zadistes partout. Donc, ça me fait une espèce d'expédition, de voyage en terre inconnue, de me dire, oh là là, Levallois, Neuilly-sur-Seine, mais c'est juste à côté de Paris. Comment ils font pour tenir leur ville propre? Donc, merci pour l'accueil. Et effectivement, ce propos ce soir, pour revenir, c'est ce qui m'a été demandé sur le destin des Juifs de France, ou plutôt aurais-je écrit le destin des Français juifs, puisque moi je tiens à l'idée que l'on est d'abord français de confession juive, et pas juif vivant en France. Ça peut paraître relever du détail sémantique, mais et je le dis pour les musulmans, comme quand j'entends les musulmans de France, à chaque fois, je reprends en disant, ce sont d'abord des citoyens français et qui, après, en leur âme et conscience,
se revendiquent de telle ou telle religion. Et effectivement, il ne sera pas ce soir question que des Français juifs, parce que, et c'est sans doute l'un des fils rouges de ce qui m'anime dans le débat public depuis de nombreuses années, avec plus de force depuis le 7 octobre, parce que nous avons été amenés les uns et les autres à prendre la parole de manière assez forte depuis le 7 octobre, et notamment quand on a eu la chance, comme moi, d'être chroniqueur sur CNews, en l'occurrence, et notamment dans les émissions de Laurence Ferrari, ou de Pascal Praud, ou de Gauthier Lebret, où nous avons eu une liberté totale après le 7 octobre, de pouvoir poser des mots dans un débat public et dans un espace médiatique qui est devenu complètement sidérant. Je rappelle que sur les ondes du service public, sur France Inter, tous les matins, la journaliste du journal de 8 heures, qui est le journal le plus écouté de France, donnait les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Je ne l'invente pas, c'était sa phrase, c'était « Selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, il y a eu X victimes dans cette nuit, X victimes dans telle frappe, etc. etc. » C'est-à-dire que nous avons des journalistes qui ont repris sans aucune forme de mise en perspective, sans aucune forme de recul, sans aucune forme d'avertissement donné à l'auditeur pour lui dire que les chiffres sont ceux d'une organisation terroriste qui, par principe, par définition, est dans une logique de propagande et dans une logique de guerre de communication, n'est pas du tout un organe dont on peut prendre les éléments comme ça de manière brute sans les mettre précisément en perspective. Non. Là, on a donné les chiffres de la santé, les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Moi, je n'avais pas souvenir, par exemple, que dans d'autres conflits, on ait donné les chiffres du ministère de la Défense d'Al-Qaïda. Tout le monde aurait trouvé ça saugrenu. Tout le monde aurait trouvé ça absurde. Ou si on nous avait dit, monsieur le ministre de l'Intérieur d'Al-Qaïda est l'invité de la matinale, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement baroque? C'est pas possible. On peut pas. Je salue Sophie Deschiens qui nous rejoint à l'instant. Tu peux t'avancer. Mais là, les chiffres du ministère de la Santé du Hamas étaient donnés sans la moindre mise en perspective. On a repris des termes, je pense au mot génocide par exemple, qui ont été repris par des journalistes, alors que ce sont des termes qui ont été imposés dans le débat public par des militants politiques, et en l'occurrence par une force politique qui s'appelle la France Insoumise. Alors, les esprits les plus taquins d'entre vous me diront qu'entre la rédaction de France Inter et la France Insoumise, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence. C'est un jugement que je laisse à chacun le soin d'apprécier. Mais on a entendu sur un certain nombre d'antennes la reprise du mot génocide sur France Inter, dans une émission juste après la matinale. Une journaliste qui n'a jamais été sanctionnée pour cela a repris la thèse selon laquelle c'est Tsahal qui a tué Kfir, Ariel Bibas et leur maman. D'accord? Cette thèse, elle est même pas née chez la France Insoumise. Cette thèse, c'est la thèse du Hamas lui-même. Le jour où le Hamas arrive dans cette mise en scène ignoble avec les deux petites boîtes des bébés et le grand cercueil de leur maman, vous vous souvenez, le jour de la fameuse restitution des corps, parce qu'il a fallu subir l'ignoble jusqu'à assister à des reconstitutions, à des scènes de remise de corps. Eh bien, le jour où le Hamas arrive avec les deux bébés dans leur boîte dans laquelle ils avaient mis des tracts, ils ont mis des tracts de propagande dans les boîtes avec les corps des bébés et de la maman. Le jour où ils remettent, le Hamas fait un communiqué de presse et dit « Le gouvernement israélien prétend que nous avons assassiné les enfants à main nue et leur maman, etc., etc. Nous affirmons au contraire que c'est une frappe de Tsahal sur le lieu où ils étaient en détention qui les a tués. » Bon.
Que le Hamas dise ça, c'est ignoble, c'est insupportable, c'est grotesque, c'est tout ce que vous voulez, très bien. Ce sont des terroristes. On ne va pas attendre de terroristes qu'ils aient la finesse, le sens de la nuance et l'attachement à la vérité d'un académicien français. D'accord? Ce sont des terroristes, donc ils font la terreur. Ils font la terreur par les armes, par les mains, par le sang, et y compris par des communiqués de presse où ils racontent des horreurs. Mais pourquoi la rédaction de France Inter reprend à son compte des thèses de terroristes, en fait? Eh bien, ce jour-là, sur les antennes de France Inter, une journaliste a dit, mais monsieur qu'elle interviewait, les bébés n'ont pas été tués par le Hamas, ils ont été tués par Tsahal. Et vous voyez, nous sommes dans un pays où l'Arcom inflige à C8, qu'on a fermé parce que monsieur Hanouna mettait des nouilles dans le slip de ses chroniqueurs. Et je dis pas que c'était le comble du raffinement de voir monsieur Hanouna mettre des nouilles dans le slip de ses chroniqueurs. Mais enfin, excusez-moi, entre monsieur Hanouna qui met des nouilles dans le slip d'un chroniqueur et madame je ne sais qui de France Inter qui explique que les bébés qui ont été tués par l'armée israélienne et pas par le Hamas, il me semble qu'entre ces deux situations, il y en a une qui est un peu plus grave que l'autre. En termes de désinformation, en termes de mensonges faits à l'auditeur, en termes de manque de transparence. Eh bien, devinez laquelle de ces deux scènes a été sanctionnée par l'Arcom. Hanouna. Voilà. Hanouna. Et on est allé non seulement sanctionner Hanouna, mais on a, ce qui est dans un pays démocratique absolument invraisemblable, on est allé jusqu'à fermer sa chaîne. Bon. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi moi, malgré tout ce que j'ai pu entendre, moi j'ai été fier d'aller pendant tous ces mois et pendant toutes ces années sur CNews, où s'est trouvée la seule journaliste française. Il n'y en a pas deux, pas trois, pas quatre, d'accord? Il y a une femme dans ce pays, une seule, qui tous les jours, à 18h, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait quoi que ce soit dans l'actu, peu importe, tous les jours à 18h, elle interrompait son émission et elle disait, dans les tunnels du Hamas, il y a 3 compatriotes français qui sont retenus. Ils s'appellent, et elle a donné leur nom, je demande leur libération des mains des terroristes du Hamas. Cette journaliste, elle s'appelle Laurence Ferrari. C'est la seule. Et d'ailleurs, là aussi, il y a une forme d'évolution. Lorsqu'il y avait des journalistes, enfin, lorsqu'il y avait des Français retenus au Liban, vous vous en souvenez des Français retenus au Liban? Le 20h de TF1 commençait par leur nom. Le 20h de France 2 commençait par leur nom. Lorsqu'il y avait en Colombie, pardon, j'ai oublié son nom, notre amie Ingrid Betancourt. Moi, je me souviens, j'étais adolescent, mais je m'en souviens très bien. Ingrid Betancourt, c'était pas tous les jours, mais toutes les semaines. Il y avait Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut, Patrick Poivre d'Arvor et quelques autres qui disaient Ingrid Betancourt, notre compatriote, est toujours retenue dans la jungle colombienne par, on les appelait comment, les FARC. Les FARC. Ça se faisait. Et des millions de Français savaient qu'Ingrid Betancourt était otage des... Et là, pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi seul CNews a été rappelé les noms de ces 3 Français? Ça pose une question. Et d'ailleurs, il ne s'agissait pas de dire que c'était 3 Juifs, 3 Israéliens. On parlait de 3 Français. Ils avaient la nationalité française. C'était 3 compatriotes français retenus par une organisation terroriste à l'étranger. Pourquoi seule une chaîne d'information a rappelé leur nom inlassablement jusqu'à que le corps du 3e soit relâché par le Hamas? Donc voilà, moi je n'ai pas eu de scrupules, et je n'en aurai toujours pas, à aller sur cette chaîne où on a pu dire les choses, où on a pu poser des mots, où on a pu décrypter, y compris, et j'y reviendrai dans quelques minutes, ce qui a pu se passer depuis le 7 octobre et qui a constitué un basculement majeur, inédit dans l'histoire politique récente de notre pays. Ce à quoi nous assistons de la part notamment d'une grande formation politique de gauche en matière d'antisémitisme,
On nous aurait dit ça il y a ne serait-ce que 6 ou 7 ans, on ne l'aurait pas cru. Je veux dire, le degré dans lequel on a avancé dans l'antisémitisme avec la France insoumise est quelque chose de proprement invraisemblable. C'est-à-dire que les calembours de Jean-Marie Le Pen, qui étaient odieux, qui étaient détestables, qui étaient tout ce que vous voulez, à côté de ce qu'est en train de faire la France insoumise, c'était incomparable. Parce que là, on a des actes. Là, on a des gens qui sont demain, dans 2 mois, quasiment jour pour jour, en capacité de gagner des villes, de diriger des mairies, où ils auront la main sur ce qui se passera dans les écoles de vos enfants, ce qui se passera dans les centres sociaux, les financements des associations. Et ils pourront demain, avec Monsieur Diawara à Drancy, avec des gens qui expliquent qu'ils ne veulent pas de blancs sur leur liste. Et tendez bien l'oreille, hein. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas de blancs sur leur liste, ils disent aussi qu'ils ne veulent pas de juifs sur leur liste. Ne soyez pas dupes de ce qui n'est pas dit. Quand on dit que Monsieur Delogu, alors le pauvre, hein, il a quelques circonstances atténuantes et on m'a appris à ne pas tirer sur les ambulances, donc j'évite. Mais une ambulance une fois de temps en temps pour montrer l'exemple, ça peut se justifier. Delogu, il est allé dire qu'il fallait faire des listes qu'avec des racisés. Voilà, ce mot horrible qui signifie arabe ou noir. Bon. Donc elle est là, la stratégie. Ça veut dire qu'on est en train de choyer, de flatter une France dite racisée des banlieues contre une France blanche, juive, catholique, de l'autre, dont on considère qu'elle est une vieille France qu'il faudrait remplacer. C'est ça ce qui est dit par la France insoumise. Donc pour en revenir à l'histoire de l'antisémitisme, en gros, si on doit faire rentrer un peu dans le détail, même si j'essaierai d'être rapide parce que je veux vraiment qu'on engage les questions-réponses, les échanges avec la salle. Parler du destin des Juifs en France, c'est pas aborder une question communautaire. Moi, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas l'affaire d'une communauté, même si dans les faits, on a effectivement souvent l'impression que c'est une communauté qui s'en inquiète et que les autres regardent ça un peu de loin comme si ça ne les concernait pas. En gros, la situation, elle commence à changer au début des années 2000. Pourquoi? Parce qu'au début des années 2000, il y a un événement international qui se produit, c'est la seconde intifada, qui fait que on sort dans les années 90 d'une période relativement calme, même s'il y a des incidents, il y a un certain nombre de sujets, mais d'une période relativement calme, où la transmission de la mémoire de la Shoah commence à bien s'installer dans les cours, dans les collèges et dans les lycées, où notamment le travail d'institutions comme le mémorial de la Shoah, soutenu par un certain nombre de collectivités, je pense évidemment à la région Île-de-France, à la ville de Levallois, un certain nombre de municipalités, fait que de plus en plus d'enfants commencent à vivre, en tout cas à recevoir l'histoire de la Shoah en allant eux-mêmes à Auschwitz visiter les camps. Donc on a une situation qui évolue de manière plutôt favorable jusqu'au début des années 2000. Et évidemment, au début des années 2000, la seconde intifada, et là commence sur la scène politique française quelque chose qui va avoir des répercussions très graves et qui va évidemment exploser après octobre 2023, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien, notamment par des forces de gauche. À l'époque, évidemment, la France insoumise n'existe pas, puisque j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'adhère au Parti socialiste en 2004, j'ai 15 ans, et lorsque j'arrive au PS, je suis dans le même parti que Jean-Luc Mélenchon. Mais attendez, pardon, je vous entends réagir. Le Jean-Luc Mélenchon de 2004 n'est pas du tout, mais pas du tout, celui que vous connaissez aujourd'hui. Le Jean-Luc Mélenchon de 2004, 2005, 2006 et en réalité jusqu'à 2016, 2017, c'est un universaliste, c'est un franc-maçon, c'est un défenseur exalté de la laïcité
Et on peut lui trouver 1000 défauts, et je suis prêt moi-même à lui en trouver 2000, mais il ne manque ni de talent oratoire, ni de charisme, ni de capacité à trouver les mots pour décrire ce qu'il veut décrire. Et donc moi, je me souviens, adolescent, allant aux universités d'été du Parti socialiste à La Rochelle dans les années 2004, 2005, 2006, et avec mes petits copains de l'époque qui commençaient la politique à militer comme moi, notre attraction, si je puis dire, c'était l'atelier de Mélenchon, parce qu'on savait qu'on allait passer un moment extraordinaire face à un homme érudit, cultivé, charismatique, et qui, à ce moment-là, défend la laïcité, n'a évidemment dans son discours pas le moindre commencement de pensée antisémite, qui est le pourfendeur le plus virulent de ce qu'il appelle l'islamophobie. Aujourd'hui, il la dénonce, mais à l'époque, il dit l'islamophobie est un concept inventé par les frères musulmans. Il a des mots contre le voile qui aujourd'hui, à l'aune de ce qu'il est devenu, paraissent complètement invraisemblables. Mais à l'époque, il explique que les femmes qui portent le voile sont des intégristes, que elles se soumettent à une forme de domination masculine, que le voile dit d'elles qu'elles doivent se protéger de la pulsion des hommes. Bref, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme que je n'aime pas parce qu'il a été inventé par Maurras, mais c'est ce que dans le débat public on appelle un laïcard. Mélenchon à cette époque-là. Et ça dure des années. Et je vais même vous raconter une anecdote. Lorsque ces deux salopards de frères Kouachi, de terroristes islamistes, entrent dans la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, qu'ils assassinent nos copains Tinius, Honoré, Volinsky, Cabu, etc., etc. Lorsque 2 jours après l'attentat, il faut enterrer Charb, les parents de Charb, qui s'appelait Stéphane Charbonnier. La mère de Charb, elle a écrit un livre exceptionnel, je vous invite à le lire, qui s'appelle Denise. Lorsqu'il faut organiser la cérémonie d'enterrement de leur fils, ils pensent à faire venir tel groupe de musique, tel copain dessinateur, etc. Et ils disent, les parents à cette époque-là et le frère de Charb, il y a un seul politique qui aura le droit de parler, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ce jour-là, il vient. Il fait le plus beau discours de sa carrière, où il parle de nos ennemis de toujours, les salopards d'intégristes religieux islamistes qui ont tué le génie de mon frère Charb, etc. Il fait un discours invraisemblable sans la moindre note, pendant 20 minutes. Il rend hommage à Charb. Et je parle pas en leur nom, mais j'imagine que lorsque vous êtes parent, que vous venez de perdre votre fils dans des circonstances aussi épouvantables, lorsque vous dites à quelqu'un de venir prononcer son éloge funèbre, c'est que vous placez une confiance absolue dans cette personne. C'est que vous considérez que cette personne sera la plus fidèle à ce qu'a été l'œuvre de votre fils, ses engagements, son travail, là en l'occurrence ses dessins. Et donc il vient et il fait ce discours. Et 2 ans après, il explique que Charlie Hebdo est d'extrême droite. Et on a le basculement. Et le basculement, c'est l'élection présidentielle de 2017, où un homme, Éric Coquerel, vient voir Jean-Luc Mélenchon, lui dit « Tu vois les voix qu'il t'a manquées pour être qualifié au second tour. Elles sont dans les quartiers populaires. Donc maintenant, si tu veux te qualifier, il faut faire islamophobie, racisme d'État et Palestine. » Et c'est là que ça commence. Et c'est là que ça commence. Donc, début des années 2000, l'intifada. À l'époque, Mélenchon, il est au PS, et puis il fait sa petite vie de sénateur, et ça lui va très bien. Ceux qui sont déjà à fond sur le sujet, c'est le Parti communiste français. Eux, ils ont commencé, et notamment dans les villes ici autour, jusqu'en Seine-Saint-Denis. Donc, Georges Ibrahim Abdallah, citoyen d'honneur. À chaque fois qu'il y a une fête de l'UMA, on fait venir des Palestiniens, on peut faire venir des Palestiniens, mais en l'occurrence des terroristes ou des gens qui sont mêlés à des organisations terroristes. Donc, le Parti communiste français va vraiment investir ce terrain-là. Il y a un premier moment de bascule en 2006, c'est Ilan. C'est le moment où on passe de il peut se passer quelque chose
On commence à voir des tags, on commence à réfléchir à l'avenir de nos enfants, etc. Mais ça reste dans le domaine de la possibilité, l'hypothèse, l'option qu'on va étudier à quelque chose qui est, ça s'est produit, c'est possible. Et on est en plein cœur du sujet. Ilan Halimi, il est victime d'un des plus vieux clichés antisémites qui existent depuis que l'antisémitisme existe. Il est juif, donc il a de l'argent. Donc on kidnappe Ilan, on va appeler ses parents, et comme ses parents sont juifs et qu'ils ont des amis juifs et que tous ces gens-là ont beaucoup d'argent, on va leur demander une rançon et ils vont récupérer leur fils. C'est ça l'histoire d'Ilan. Voilà. Pardon? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans aujourd'hui, exactement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le moment qui constitue le point de bascule majeur. 2006, le deuxième point qui va marquer l'histoire, c'est l'école Ozar Hatorah de Toulouse, en 2012. Et c'est là, moi, que j'arrive avec cette idée que les Français, dans leur ensemble, ne se sentent pas concernés par la question antisémite. Ils ne s'en sentent pas concernés dans leur grande largeur. Pourquoi? Toulouse, c'est la première fois depuis la libération que des enfants sont assassinés dans une école en raison, là, de leur confession religieuse. C'est la première fois. En principe, dans un pays qui se sentirait concerné, on aurait eu une réaction massive du peuple français. Une grande marche, des manifestations, des rassemblements, quelque chose. Il ne s'est strictement rien passé. Rien. Alors on me dit oui, mais c'était, tu comprends, c'était la campagne électorale, on a suspendu la campagne électorale, mais enfin, ça n'empêche pas de manifester une campagne électorale, à ce que je sache. À ce moment-là, il ne s'est rien passé. Et moi, je fais partie des gens, je le dis, j'ai pas la moindre preuve de ce que j'avance, mais j'en suis persuadé, que si en janvier 2015, il n'y avait pas eu le 7 et le 8 janvier, qu'il n'y avait eu que l'hypercachère de la porte de Vincennes, il n'y aurait pas eu le 11 janvier 2015. Ouais. Je le dis, hein. Alors, des gens qui me regardent en levant les yeux au ciel, mais comment peux-tu dire une horreur pareille? Je dis, mais si. En fait, je l'ai dit, l'horreur, et je vais la répéter. Parce que quand on a dégommé des gosses dans une école, qu'on a attrapé une enfant de 6 ans et qu'on lui a mis une balle dans la tête, il n'y a pas eu une manifestation. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait eu 4 millions de Français dans les rues le 11 janvier 2015 pour les 4 malheureux de la porte de Vincennes? Il n'y aurait pas eu. Il y a eu, et c'est très bien, et nous étions probablement tous dans la rue, parce qu'il y a eu Charlie. La vérité, tout le monde la connaît. Et même s'il y avait eu que cette pauvre policière municipale Clarissa Jean-Philippe et le lendemain la porte de Vincennes, il n'y aurait pas eu le 11 janvier. Il n'y aurait pas eu 80 chefs d'État dans la rue. Il n'y aurait pas eu 4 millions de Français dans la rue. Moi, j'étais jeune adulte à l'époque, j'étais à Avignon. C'était la plus grande manifestation depuis la libération. 100 000 habitants, il y avait 30 000 personnes dans les rues. Il n'y aurait pas eu sans le 7 janvier. Et alors encore plus récemment, il y a une enfant de 12 ans violée à Courbevoie. Là aussi, enfin, excusez-moi, c'est passé comme une lettre à la poste. J'en discutais avec mon amie Muriel Waknin-Melki, qui était l'avocate de la famille, qui me raconte à quel point cette petite, je citerai pas son prénom, à quel point elle est courageuse, à quel point à la fois elle est détruite, mais elle est courageuse parce qu'elle se bat, parce qu'elle essaie de continuer à vivre, parce que ses parents sont là, l'entourent, tous ses proches. Mais là aussi, je dis pas qu'il aurait fallu des millions de Français dans les rues, mais enfin, on viole une enfant de 12 ans parce qu'elle est juive. Quasiment personne n'en parle à part nous sur CNews. La vérité, elle est aussi là, c'est que dans le traitement médiatique, ça aurait dû ouvrir les journaux du pays, ça ne l'a pas fait. Et pareil, la réaction des gens, il y en a presque pas. Et je suis sûr que si vous faites, alors peut-être pas à Levallois, parce qu'on est dans un climat un peu protégé, mais vous faites un micro-trottoir dans Paris, en demandant aux gens, est-ce que vous êtes au courant qu'une enfant de 12 ans a été violée parce que juive il y a quelques mois? Eh ben, les gens ne sauront pas. Ou il y aura une majorité de gens qui n'auront même pas entendu parler de cette affaire. Et moi, je me souviens lorsqu'on est allé avec Valérie Pécresse
Il y avait un certain nombre d'élus qui étaient là. Lorsqu'on est allé à la manifestation, il y avait 300 personnes dans cette pauvre manif. Il y avait 300 personnes, dont 150 personnes avec des élus, avec des écharpes tricolores. Tous les adjoints, les conseillers municipaux, départementaux, régionaux, députés, tout ça du coin étaient tous là. Donc ça faisait 150 personnes environ, et 150 badauds qui étaient là. Enfin, pardon, c'est pas normal, en principe, ça devrait pas se passer comme ça. Donc, et on le voit de toute façon, à chaque fois qu'il y a un fait antisémite grave, il y a eu le rabbin Lemel, il y a eu le rabbin Engelbert, il y a eu le rabbin d'Orléans, il y a eu cette malheureuse de 12 ans à Courbevoie, il y a eu les voitures taguées au ski là cet été, il y a eu l'histoire en Espagne, il y a eu bon tout ce qu'il y a eu, toute l'horreur de cet été. Et à chaque fois, vous prenez les articles de presse qui sortent. Agression d'un rabbin, machin, tag antisémite, la synagogue de je ne sais où, tag. 2 points, vive émotion dans la communauté juive. Très bien. Enfin, pardon, vive émotion dans la communauté juive, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand il se passe un acte antisémite dans ce pays, ça ne concerne que les juifs, ça ne concerne pas les autres. Et pourquoi c'est d'autant plus stupide? Je l'ai dit fin août dans une intervention sur CNews qui a beaucoup circulé, j'en ai été touché quand j'ai dit que je partirais si un jour les Français juifs devaient partir, que je quitterais ce pays moi-même. C'est pas une intervention qui est sortie comme ça improvisée, c'est quelque chose que j'avais réfléchi pendant l'été parce que je voyais des amis, et y compris un ami, un couple de Levallois, Jérémy et Johanna, qui venaient d'avoir un bébé cet été-là. Et lorsque j'ai eu Jérémy au téléphone le lendemain de la naissance de son fils, la première chose dont il m'a parlé, c'est « mon fils vient de naître et je ne sais pas si dans 20 ans ou dans 25 ans ou même dans 15 ans, il aura un avenir et une place en France ». Et donc c'est le principe que l'on connaît, que les historiens appellent le principe du canari dans la mine, qui veut que les persécutions qui touchent les Juifs annoncent toujours les désordres, les persécutions, les agressions qui toucheront les autres derrière. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui s'est passé en France quand il y a eu l'infamie de l'État français et de la collaboration. On s'en est pris aux Juifs, puis ensuite on est allé chercher les autres, les minorités sexuelles, les autres minorités religieuses, les opposants politiques, les situations en personnes de handicap. Bref, tous ceux dont on considérait qu'ils n'étaient pas dans une forme de norme. Et j'ai utilisé cette illustration-là pour dire aux Français non-juifs, cette histoire est la vôtre. Ne considérez pas que l'agression d'un rabbin, c'est l'affaire d'une communauté, que c'est l'émotion d'une communauté. Parce que demain, les islamistes, les antisémites qui s'en prennent aux rabbins, ils s'en prendront aux prêtres parce qu'ils sont animés par la même haine. Et ils s'en sont d'ailleurs déjà pris à des prêtres dans son pays, et je parle évidemment du père Jacques Hamel. Ils s'en prendront aux homosexuels après s'en être pris à vos enfants juifs, parce que dans leur logiciel, ils considèrent que vous êtes des mécréants au même titre, un homosexuel et un juif. Et ils s'en prendront aux femmes qui refuseront de se soumettre, qui refuseront de se voiler, qui refuseront de courber les chines et de baisser les yeux, parce qu'ils considéreront que ces femmes-là sont des mécréantes, des salopes, pardon pour la trivialité du terme. Et donc, après s'en être pris à leurs propres femmes, après s'en être pris aux femmes juives, ils s'en prendront à vos femmes. Et donc, si vous n'avez pas aujourd'hui conscience de l'urgence d'avoir un sursaut, oui, pour défendre vos frères juifs, mais en les défendant pour défendre votre propre avenir et celui de vos enfants, alors lorsqu'il n'y aura plus de juifs demain et qu'ils viendront s'en prendre à vous, il n'y aura plus personne pour vous défendre. C'est ça le message que j'ai voulu, avec d'autres, porter. Et donc ce message-là, il a pris une urgence encore plus folle après le 7 octobre. Et le 7 octobre a été l'illustration même que ce combat nous concerne tous au-delà des religions. Pourquoi? Parce que Nova, c'est le Bataclan des Israéliens. Nova, moi c'est la chose, je m'y suis rendu 3 fois depuis. Quand je vois les images de Nova, qu'est-ce que c'est? Ce sont de jeunes gens qui aiment la vie, qui la fêtent, qui la célèbrent, qui s'aiment, et qui sont fauchés par des gens qui sont fascinés par la mort et qui leur reprochent précisément cet attachement à la vie.
Ça s'appelle le Hamas dans le sud d'Israël, ça s'appelle l'État islamique dans les rues de Paris, le nom est différent, mais les victimes sont les mêmes et leurs bourreaux sont animés par la même idéologie. Et donc non, le 7 octobre, c'était pas une histoire d'affaire de territoire ou de guerre de territoire. C'était une guerre de civilisation de deux modèles, l'un contre l'autre. Et nous partageons avec les Israéliens victimes du pogrom du 7 octobre un même modèle. Nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas la même langue, nous ne vivons pas dans le même pays. Mais ce modèle occidental d'attachement à la liberté, c'est un modèle que nous partageons avec eux. Voilà, pardon, j'ai été long et j'ai changé un peu de sujet. Ce que je voulais vous dire, et je le dis avec d'autant plus de force qu'on me demande parfois pourquoi j'ai beaucoup pris la parole comme musulman. Moi, je n'ai pas pris la parole comme musulman. À aucun moment. J'ai pris la parole comme citoyen français qui défendait d'autres citoyens français. Et il se trouve que je l'ai fait pour des compatriotes de France, de confession juive. Mais je l'ai fait au nom de cette même logique qui jamais ne me quitte. C'est que les juifs sont victimes aujourd'hui et d'autres, y compris comme moi, seront victimes demain. Et donc se taire aujourd'hui, c'est être complice de ce qui se passera demain. Je vous remercie. Oui, merci Amine. Ouais, je vais noter. Oui, vous. Ouais, très bien. On va prendre quelques questions. Je vais noter. 2 par 2. 2 par 2, 2 par 2. Ça va 2 par 2? 4 par 4, 6 par 6. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi. Bon, on va commencer. Alors, on va commencer par madame, peut-être. On fait, voilà. On est galant. Bonsoir Amine, merci beaucoup pour cette intervention qui était assez exceptionnelle. Pour ma part, je vous écoute depuis quand même assez longtemps et pour vous, la place des Juifs en France, vous dites qu'elle est pleine et entière. Mais à quel horizon vous voyez cet avenir? Est-ce que vous pensez qu'à la présidentielle de 2027, ça va changer? Est-ce que si des élus qui finalement soit n'ont pas pris notre défense, soit sont clairement les premiers on va dire propagateurs de l'antisémitisme passent, est-ce que vous pensez qu'on aura toujours un avenir dans ce pays? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'à l'inverse, si par exemple le Rassemblement national passe, est-ce que vous pensez qu'on aura toujours un avenir ici? Bien, on va prendre la deuxième question. Allez-y, monsieur. Bon, Amine, je vous suis depuis quelques années sur CNews. Je suis admiratif de votre courage, de votre talent oratoire, même de votre humour face aux autres chroniqueurs. Et je voudrais savoir comment vous analysez le silence de la communauté musulmane suite aux attentats au pogrom du 7 octobre et même avant, puisque vous avez recensé un certain nombre d'exactions qui ont été commises vis-à-vis de la communauté juive depuis une quinzaine d'années, et même depuis même une vingtaine d'années avec malheureusement l'assassinat barbare de Ilan Halimi. Et deuxième question, je voudrais savoir comment vous interprétez la prise de position d'un prétendu auteur à la mosquée de Paris, un certain Guillaume Souleika, qui a minoré le nombre de victimes de la Shoah, parlant de 1 million de victimes comparativement aux 1,5 million de victimes recensées pendant la guerre d'Algérie. Donc je trouve ça scandaleux, d'autant que, alors qu'il est, la mosquée de Paris n'a pas dénoncé ces propos négationnistes. C'est toujours sur Facebook. Voilà. Merci. Si, la mosquée de Paris a réagi en disant que c'était l'extrême droite qui a attaqué. Ne vous inquiétez pas, je vous ai. Donc c'est pire, ils auraient dû garder le silence. Je viens vers vous. Mais ils ont dit que c'était l'extrême droite. Mais comme l'extrême droite commence après Olivier Faure, ça fait quand même beaucoup de monde. Lui déjà, oui. Il y a une troisième question? Amine, on te laisse poser les deux, là? Non, on peut prendre. On peut prendre encore une? Allez, encore une dame et après je reviens vers vous. Voilà. Alors, Mounia, donc je ne suis pas juive, on peut pas être parfait. Je suis quand même baptisée à Levallois. Enfin, ma question, Amine, c'est à chaque fois qu'on parle d'antisémitisme, de tout ce qui s'est passé, on entend toujours, mais nous avons des lois qui nous protègent, etc. Maintenant, comment, au-delà de ces lois qui sont supposées protéger, comment peut-on
mettre des mesures qui sont réelles et mesurables et qui vont être tant dans l'éducation que dans la politique d'immigration, que dans les médias, que dans la justice, que dans toute la politique partisane, de façon à ce que dans 20 ans, on se dise cet exode qui est silencieux, qui est un scandale, n'existe plus, et puis que la République aura pu se réapproprier tout ce territoire. Alors, je vais commencer par cette troisième question. On va pas tourner autour du pot parce que c'est pas l'habitude de la maison, mais on a un problème avec la justice dans ce pays. Enfin, je veux dire, pardon. Donc, à un moment, moi, je veux bien qu'on invente des mesures contre l'antisémitisme, qu'on fasse des plans, qu'on donne de l'argent à la délégation interministérielle qui va faire des dessins sur la paix, tout ça, très bien. Et moi, face à des antisémites, je pense qu'une cellule de prison est plus efficace qu'un dessin. Je suis pas magistrat, mais comme ça, d'instinct, je pense qu'enfermer quelqu'un, ça donne plus à réfléchir que de le faire dessiner. Lorsque vous avez l'affaire de l'arbre d'Ilan Halimi qui est scié cet été, que vous avez deux types, des jumeaux tunisiens sous OQTF, qui débarquent dans un parc à 2 heures du matin, avec une tronçonneuse, normal, comme tout le monde se promène à 2 heures du matin dans les parcs là de Levallois. J'imagine qu'à 2 heures, tout le monde est avec des tronçonneuses. Dire bonjour mon voisin, ça va? Oui, mon voisin. Donc ils sont avec leur tronçonneuse et avec une pastèque. Là aussi, normal, 2 heures du matin, tronçonneuse dans une main, pastèque dans l'autre. Donc déjà, on se dit, bon, tout va bien dans cette ville, ça a l'air tout à fait original. Ici, l'arbre, il y a 14 000 arbres dans ce parc, et il y a un seul arbre en hommage à Ilan, et c'est le hasard ayant mal fait les choses, cet arbre-là qui est scié. Ils posent la pastèque à côté de l'arbre. Bon, ils s'en vont. Évidemment, nous, on découvre ça au réveil avec la présidente de la région, avec tous les élus du coin, avec tout le monde est horrifié. Donc, il y a tout un tas de gens qui réagissent, qui disent, mais c'est insupportable, c'est un acte antisémite, évidemment un acte antisémite, etc. Visiblement, tout le monde est choqué, sauf un juge qui a tous ces éléments dont je viens de vous parler et qui dit, le caractère antisémite de l'acte n'est pas évident. Bon. Donc, je suis désolé, hein. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, tous les machins, tous les voyages à Auschwitz, tous les trucs du mémorial, formidable, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous avez une justice qui rend des décisions comme ça, c'est pas possible. L'autre jour, j'étais avec Patrick Klugman, qui me racontait l'histoire de la nounou qui a voulu intoxiquer toute la famille. OK? Et c'était la veille de la décision. Et il me dit, mais c'est invraisemblable, cette histoire. Il me dit, elle veut intoxiquer la famille. Machin. La police arrive pour l'interpeller. Il y a une audition. Pendant l'audition, elle dit d'elle-même, ah ouais, j'aurais pas dû faire ça. De toute façon, j'aurais pas dû travailler pour des juifs. Je savais que j'aurais des problèmes avec eux. Ce qui est quand même pas le signe d'un philosémitisme évident quand on dit ce genre de choses. J'aurais pas dû travailler avec des juifs. Je savais que j'aurais des problèmes avec eux. Donc, il est avéré qu'elle a tenté de les empoisonner. Elle dit elle-même à la police, bon, j'ai eu des emmerdes parce qu'ils sont juifs. Si j'avais pas travaillé pour eux, j'aurais pas eu d'emmerdes, etc. Et à la fin, il y a un juge qui dit, là aussi, le caractère antisémite n'est pas évident. Alors après, c'est rattrapé parce que les avocats font leur travail, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si la justice du pays est pas capable d'envoyer un message clair, ferme, en disant, quand on s'en prend à des Français juifs, voilà, la réponse, c'est ça. La réponse, elle est implacable. Et il n'y a pas de débat. Surtout quand c'est évident à ce point-là. Moi, je suis pas là pour tenir des propos de bistrot sur la justice comme le font certains. Je sais que c'est complexe. Il y a des avocats dans la salle. Il y a sans doute des gens, des professionnels du droit. Je sais que c'est difficile.
Je sais que, et y compris la manière dont nous pouvons sur les plateaux traiter un certain nombre d'affaires, quand on regarde le dossier vraiment au fond et qu'on s'y intéresse, bah c'est un chouïa plus compliqué que ce qu'on peut en dire nous. Mais enfin là, sur les deux affaires que je viens d'évoquer, il n'y a pas beaucoup de place au doute ou à l'interprétation ou au débat ou à la confrontation de versions divergentes. Les faits sont les faits, ils paraissent à peu près évidents. Donc voilà, je ne sais pas où vous êtes, Mounia, pardon. Je pense qu'avant de parler, évidemment l'éducation c'est bien, tout ça est très important. Je pense que si la justice du pays n'envoie pas des signaux forts pour dire qu'elle est là aussi pour protéger les Français de confession juive, eh ben on continuera. Et ça vaut pour ce sujet comme sur d'autres, hein, sur la justice. C'est pas les lois, c'est pas les lois, pardon. Hein. Je crois qu'on est filmé, alors me poussez pas à sortir de. À la télé, on s'autorégule. Comme il y a des chroniqueurs à côté, quand on veut dire un truc un peu, il dit non, retiens-toi. Mais là, je suis tout seul, donc je vais essayer de. C'est pas les lois elles existent. Hein. Quand vous parlez aux législateurs, les actuels comme les anciens, on connaît tous d'anciens députés ou des députés actuels, etc. Franchement, les lois, l'arsenal judiciaire, comme on dit, il existe. Après, vous avez des magistrats. Enfin, excusez-moi, toutes les affaires sur les histoires d'apologie du terrorisme. Vous vous rendez compte? On est quoi là? Après le 7 octobre, on est à plus de 3 ans? 2 ans et demi? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte les horreurs qui ont été balancées par les députés de la France Insoumise? Vous vous rendez compte, Rima Hassan, de ce qu'elle a pu sortir comme horreur et que cette fille-là n'est toujours pas condamnée? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et Émeric Caron? Mais imaginez, mais excusez-moi, imaginez dans l'autre sens, si les députés du Rassemblement national, ou des députés des Républicains, ou des amis de M. Zemmour, s'étaient mis à raconter des horreurs sur, pas les Juifs en l'occurrence, mais sur des musulmans pendant 2 ans et demi, mais ils auraient été condamnés. À très juste titre, au demeurant, j'aurais été le premier à me réjouir de les voir condamnés. Et là, pourquoi ils bénéficient de cette complaisance? Vous avez les avocats de l'OJE, l'Organisation juive européenne, justement Muriel, Joaquin Melki et tous les autres, qui expliquent à quel point ils sont confrontés à des difficultés sur les procédures, à des histoires. Ils disent, mais il y a des choses qu'on n'a jamais vues dans les procédures pour ralentir la procédure, pour éviter que les condamnations ne tombent. Pourquoi il y a ce 2 poids 2 mesures dans ce pays? Elle est là aussi la réalité. Donc, on peut voter tout un tas de lois. Si les magistrats qui sont censés les faire appliquer considèrent que c'est pas l'urgence du moment, bah, les lois ne serviront à rien. Le Conseil national de la magistrature avait avoué à faire voter ça m'avait guère échappé. Je vais faire un peu vite pour prendre une deuxième série de questions sur le silence de la communauté musulmane depuis le 7 octobre. Moi, juste, je réponds. Bonsoir. Je réponds aux 2 autres questions. Je suis un peu long, je vais faire plus vite. Sur le silence de la communauté musulmane. Bon, sur ce qui a été dit à la mosquée de Paris, c'est une horreur, c'est une infamie. Et j'attendais de la mosquée de Paris un peu plus de dignité que la réponse qu'elle vient de donner ce soir en disant que c'était l'extrême droite. Bon, passons. Évidemment que je regrette ce silence. En même temps, moi je croise beaucoup d'amis de confession musulmane qui sont journalistes, politiques, qui ont des fonctions diverses et variées, et qui me disent, et je dis pas ils ont raison, ils ont tort, ça, je vous donne factuellement ce qu'on me dit. Je suis d'accord avec toi, mais quand je vois ce que ça te coûte, moi j'ai pas envie de prendre les mêmes risques. Je juge pas, d'accord? Moi je suis personne pour juger. On me dit oui, c'est des lâches. Moi, je ne juge pas. Le fait est que moi, ma vie et celle d'un certain nombre de mes amis, factuellement, elle est changée. Je n'ai pas le droit de prendre les transports en commun. Lorsque je fais des réunions, alors là, ici, ça va, mais lorsque je fais des réunions, notamment en province, il y a systématiquement une protection policière dans la salle. Je n'annonce pas les réunions en province, en l'occurrence, à l'avance. Je dois faire attention à tout.
Mes arrivées à CNews, mes départs, etc. se font dans des conditions différentes d'autres invités. Il y a tout un tas de quartiers que j'évite. Alors certains, j'avais pas l'idée de toute façon d'aller me promener à Trappes, hein, je vous avoue, mais c'est pas ce qui me manque le plus au quotidien. Hein, mais il y a des endroits où j'aurais aimé aller. C'est filmé. Il y a des endroits où j'aurais aimé aller, je peux pas. Voilà. Et des pays où je peux pas. Par exemple, je n'ai pas le droit d'aller au Liban, par exemple. Ça, pour le coup, ça m'attriste un peu plus que Trappes parce que j'adore le Liban et voilà. Mais lorsque je me suis renseigné, les équipes de l'ambassade m'ont dit n'allez pas au Liban. Voilà, il y a le Hezbollah et on pourra pas assurer votre sécurité au Liban. Donc, quand on vit ça, moi je l'assume et je le vis à peu près sereinement et je ne m'en inquiète plus et j'ai sans doute un côté tête brûlée qui fait que je fonce. Mais je peux concevoir que d'autres, et notamment lorsque vous êtes père de famille, que vous avez des enfants, que vous êtes dans telle ou telle situation, bah vous n'avez pas envie de prendre ce risque pour vous et pour les vôtres. Et oui, ça coûte beaucoup. Je vais vous dire, avec Rachida Dati, il y a une dizaine de jours, on s'est rendu, on a fait Shabbat chez des amis. C'est bien parce que moi, ça fait 15 ans que je fais de la politique. Quasiment personne m'a calculé. Je vais faire Shabbat. C'est incroyable. Alors, t'écris 4 livres, tu fais des conférences, tout ça, non. Mais alors, tu vas bouffer une kaïla un vendredi soir. Et là, t'as la terre entière qui te dit merci, bravo. Mais, c'était très bon. Et ce que je veux vous dire, c'est que on rigole et on a le droit de s'en amuser, mais l'avalanche qu'on a reçue après cette vidéo, mais quand je vous dis des milliers de messages d'insultes et de menaces, des milliers d'insultes, de menaces, à un point tel, moi je lis plus ce qui se dit parce que j'essaie de me protéger à un moment et c'est plus possible. J'ai un certain nombre de copains bienveillants qui sont d'un amour infini, qui regardent, et dont c'est le métier de faire de la veille sur Internet, etc., qui regardent pour moi. Ils m'ont tous appelé en me disant, attention, là, sur cette vidéo-là, on a passé un cap. Donc, j'ai été obligé de signaler au ministère de l'Intérieur, à la cellule, ce qu'on appelle UCLAT, qui gère le niveau de menace. J'ai dû signaler au ministère de l'Intérieur la vidéo d'un repas. Je sais pas si on se rend compte de la folie du truc. Et nous nous sommes rendus avec Rachida chez des Français, des Parisiens, des électeurs parisiens pour leur parler d'antisémitisme à Paris, de l'école de leurs enfants dans le 16e, dans le 17e, dans le 18e, etc. À des Français qui vont voter dans 2 mois. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu? Génocidaire, Gaza. Est-ce que vous avez parlé de la Palestine? Je réponds pas, moi, à ces commentaires. Mais je me dis, mais c'est quoi le rapport? On est allé rendre visite à la famille Citruc, c'est des Français qui sont Français depuis toujours. On est allé leur parler de voirie, on est allé leur parler des rats, on est allé leur parler de la cantine des petits, on est allé leur parler d'aménagement de leur rue, et on nous a répondu quoi? Vous êtes des génocidaires. Vous voyez le niveau de folie dans lequel on est? Et il y a eu des milliers, j'oserais même pas dire des dizaines de milliers, mais je pense que comme la vidéo a dépassé les 5 millions de vues, des dizaines de milliers de commentaires. Voilà le niveau de folie dans lequel on est. Donc, après, alors moi, évidemment, je suis sur cette vidéo à côté de Rachida avec une kippa sur la tête, je suis assis comme ça. Les gens m'ont appelé, m'ont dit, quand même, la kippa, t'aurais pas dû, bon, j'en sais rien. Mais, le côté complètement irrationnel des réactions n'a pas de sens, en fait. Ça n'a juste pas de sens. Et alors, pardon, je termine sur 2027. Mais moi, je vais vous dire, alors moi, je crois pas du tout à la victoire de l'extrême gauche. Je sais pas où est la dame qui m'a posé la question. C'est vous, pardon. Moi, c'est très clair. De toute façon, j'aurais pas le choix. Si Mélenchon gagne, moi, je pars. Hein. J'irai au Bled, à Tel Aviv. Comme j'ai pas assez d'emmerde, je remets une pièce dans la machine. Non, mais c'est vrai, moi je ferais Casablanca, Tel Aviv. Je veux dire, il y a un moment, ça va s'imposer. Mais
mais évidemment, moi, je crois pas à une victoire de l'extrême gauche. Je constate, hélas, que le chef de l'État actuel ne s'est pas montré à la hauteur du moment. J'ai assez d'ennemis. Laissez-moi dire les choses de manière un peu dans la retenue. Là, il a complètement trahi tout ce qu'il devait faire. L'histoire de la marche contre l'antisémitisme, qui était une ignominie absolue, où c'est Yassine Bellatar, cette espèce de petite frappe, cette racaille qui vient dire au chef de l'État de la France, président de la République française, c'est Yassine Bellatar qui vient lui dire si vous allez manifester contre l'antisémitisme, il y aura le feu en banlieue. Vous vous rendez compte à quoi on en est rendu? Vous vous rendez compte à quoi on en est rendu? Donc, est-ce que moi j'ai confiance dans la capacité des héritiers de Monsieur Macron à se montrer courageux? Non. Voilà. Bon, bah après, chacun en conscience vote pour qui il veut. Moi, j'ai pas ici à m'exprimer sur le sujet, mais je pense effectivement que la prochaine présidentielle sera un moment de vérité. Et moi, je sais que beaucoup d'amis me disent la question du départ. À ce stade, je n'ai pas tranché, je ne sais pas, on discute, on va voir. C'est pas simple de partir. Et puis, il y a plein de gens qui aiment ce pays, en fait, parce qu'ils sont nés là, parce que c'est des patriotes. Et ils me disent, mais moi, ma terre, c'est la France. Il y en a plein qui disent, mais moi, je supporterais même pas de vivre en Israël, je m'entends pas avec eux, c'est pas la même culture, c'est pas la même manière de vivre. Et puis, si je vais pas en Israël, faut aller ailleurs. Et puis, j'ai un métier, puis ma femme a un métier, puis mes enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire aux petits? Ça y est, on se barre, t'as 8 ans, t'as 10 ans, t'as 12 ans, tu fais tes valises et on va ailleurs. Mais, si la situation vraiment se pose, moi, j'ai plein de copains qui me disent, et de copines, ce sera au lendemain de l'élection présidentielle. Et on verra à ce moment-là. Et si effectivement le résultat est catastrophique, ben, il faudra partir. Et c'est peut-être trop tard. Une dernière série, peut-être? Je vais vous la donner, monsieur. Enfin, dernière ou pas, d'ailleurs. Oui, ça marche là? Oui. Oui. Non, on a le temps. Bonsoir, merci. Juste pour démarrer, une open joke. Vous n'êtes plus au Parti Socialiste, rassurez-nous. Ah non, on peut faire des conneries, mais il faut pas perdurer trop longtemps non plus. Je veux dire, Ok. Moi, j'aimerais vous soumettre une idée. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, auquel je ne crois pas. L'idée selon laquelle les Français seraient indifférents aux actes antisémites, aux crimes antisémites. Il faut remonter pas très loin en arrière. En 90, qu'est-ce qui se passe? La profanation du cimetière de Carpentras. C'est toute une France qui se mobilise contre l'antisémitisme. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on soupçonne? On soupçonne que c'est l'acte de militants du RN. Et là, ça bouge. Et là, ça bouge. Aujourd'hui, ce qui me semble bien, c'est que l'antisémitisme est un élément de manipulation politique qui va bien au-delà de la simple France insoumise. Aujourd'hui, en fait, se servir de l'antisémitisme, c'est véritablement, finalement, faire passer un certain nombre de choses. C'est faire plaisir aux banlieues, qui va bien au-delà qui est bien au-delà de la France insoumise. Et puis, c'est faire passer un certain nombre de malaises, de crises politiques. Donc, l'antisémitisme, alors, on va pas revenir sur la notion de bouc émissaire, mais en tous les cas, il me semble bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France en termes d'antisémitisme, c'est pas une France indifférente, c'est une France qu'on manipule. Pas d'observation, de question. D'accord, C'était un développement. pas de problème. Bonjour, moi je m'appelle William Richier, j'ai été syndicaliste une quinzaine d'années dans l'éducation nationale. Les 3 fois où j'ai signalé des affaires d'antisémitisme, j'ai été cassé par le recteur Blanquer, le ministre Blanquer et par Thierry Ledroit, son futur directeur de cabinet. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'islam radical, l'indigénisme a été largement promu par l'État, par le ministère de l'Éducation nationale et notamment par Philippe Mérieux et le café pédagogique, pour justement avoir des syndicats à la botte. C'est-à-dire que Blanquer a joué un rôle considérable
justement dans la promotion de ce qu'il faut dire l'antisémitisme de quartier. Même la transformation de LFI, il a donné beaucoup de facilité aux indigénistes. Il y a un double discours de l'État en matière d'antisémitisme, parce que les indigénistes sont des gens qui, vis-à-vis du libéralisme, ne le mettent pas en cause, sont extrêmement dociles. Est-ce que vous êtes, et pour plein d'autres choses encore, est-ce que vous êtes conscient de cet aspect des choses? Troisième question, je crois, de ce côté. Tout le monde veut poser des questions, là. Hein? Ouais, on va prendre encore une autre série. Allez, on commence par madame. Allez. Ah, le chantage. Ah, j'y crois pas. Je vais aller chez LFI la prochaine. Allez-y. Bonsoir. Je vous entends pas par contre. Allez-y. Ça marche? Je ne sais pas, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bonsoir. La crise républicaine aujourd'hui est multidimensionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la Ve République ou est-ce qu'elle peut encore se réformer? Vous avez 4 heures. Petite demoiselle. Je sais pas si je vais vous le dire. Voilà. C'est bon? Ouais. Allez, encore une question. Allez-y. Bonsoir Amine, merci de répondre à nos questions ce soir. Oui, pardon. Moi j'ai une question politique par rapport aux prochaines élections présidentielles. En quoi le Rassemblement national serait-il mieux ou moins dangereux pour les Juifs que LFI aujourd'hui? Enfin, si vous avez des réponses à nos questions, parce que je suis partie un peu de l'ancienne génération à penser aussi que l'extrême droite n'est pas forcément mieux que l'extrême gauche, mais aujourd'hui je me pose des questions en tant que juive et voilà, j'aimerais juste avoir votre vision. Merci. Très bien. Alors, bon. Moi, je vais pas revenir sur Carpentras. Je pense que c'était une autre époque. Je note simplement, même si on peut lui faire 10 000 reproches, qu'au moment de Carpentras, François Mitterrand, il saute dans un train et il descend manifester avec les Français. Il n'avait pas juste un pont à traverser, comme la dernière fois. Et encore une fois, moi, je suis pas un mitterrandien. Il y a 10 000 choses à dire sur Mitterrand, mais ce jour-là, la France était présente par son peuple et par son chef, par son premier représentant. Sur Blanquer, je sais pas ce que ce malheureux Jean-Michel vous a fait pour mériter pour mériter une. Oui, bon. Ah. Très bien. Après, moi, je suis pas l'avocat de Jean-Michel Blanquer, c'est même pas un ami, je le crois, je le connais. Je pense que si on regarde dans les 10 dernières années, je suis pas sûr que Jean-Michel Blanquer ait été le ministre qui ait fait le plus de mal à l'éducation nationale. Quand on compare à Najat Vallaud-Belkacem, quand on compare D'accord. Il m'a envoyé en conseil de discipline. Non mais d'accord, bon, après, moi je connais pas. Ouais, je connais pas l'histoire bon, bah, vous dites que c'est une crapule. Moi, je pense, de ce que j'en sais, en tout cas, c'est que sur les questions de laïcité, ça a été un ministre qui a, en tout cas, tenu une position plutôt ferme. Bon, bah, d'accord, bah, vous me posez une question, je vous réponds. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ma réponse, mais Bon. Sur la Ve République, je ne sais pas où est la dame qui m'a posé la question. C'est un vaste débat. Moi, j'étais militant de la 6e, parce que j'ai pas mal milité avec Arnaud Montebourg, qui a créé la Convention pour la 6e République. Mais ça, c'était des histoires de jeunes d'il y a 15 ans. Maintenant, je pense que on peut toujours changer de cadre, mais ce qui fait les choses, c'est la pratique du pouvoir par les hommes
et les femmes en l'occurrence. Et que vous pouvez mettre la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, prévoir tout ce que vous voulez comme outil de contrôle, comme outil de participation démocratique, comme tout ça. Si vous avez quelqu'un à la tête du pays qui a vraiment envie d'écouter les gens, il va les écouter. Puis si vous avez quelqu'un qui a envie d'en faire à sa tête, avec une majorité de godillots à sa botte qui vote le doigt sur la couture du pantalon, il fera ce qu'il en veut. Donc moi, je pense que c'est plutôt la pratique du pouvoir qui est et par ceux, j'aime pas envie de dire celles et ceux, mais par ceux qui en l'occurrence en sont responsables. Sur le RN, c'est une question un peu casse-gueule. Vous êtes où, madame? Vous êtes où? Vous êtes là. Alors moi, j'ai perdu des amis. J'en ai perdu beaucoup, hein, mais j'ai perdu. Il y a une vague de départ sur Instagram parce qu'un jour, j'ai répondu évidemment à la question piège. C'est une question à laquelle il faut surtout pas répondre. Mais quand vous vous retrouvez chez Pascal Praud, que vous venez présenter un livre, vous avez évidemment ce cher Pascal que vous voyez comme ça arriver avec ses très gros sabots. Et en général, la dernière question, c'est « Attendez, monsieur Alcatmi, avant de partir, si, par hasard, comme ça, il y a Mélenchon, Le Pen. » Et là, moi, je suis comme ça. J'ai Louis Alliot à côté de moi et je sais plus qui de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Et évidemment, parce que on n'est pas toujours très bon et parce qu'on a l'expérience qu'on a et qu'on s'attend pas toujours à ce genre de questions, spontanément, je dis, écoutez, moi, si vraiment je n'ai pas le choix entre Mélenchon et Le Pen, je voterai Le Pen. Je l'ai dit tel que je le pensais. En tout cas, voter Mélenchon, hors de question. Et si vraiment le samedi, mais je suis pas le seul à l'avoir dit, mon ami Raphaël Enthoven l'a dit, bon, il s'est fait un peu taper sur les doigts, donc il a retiré son tweet 5 minutes après, mais il y a tout un tas de gens donc, que vous ne soupçonnez même pas, qui sont loin d'être des fascistes. Et évidemment, j'entends le nom des Klarsfeld. C'est peut-être les dernières personnes dans ce pays qu'on peut soupçonner d'accointance avec les heures sombres, le bruit des bottes et le fascisme et tout le tralala. Lorsque vous avez Serge et Beat Klarsfeld qui disent, nous, quand on entend ce qu'on entend, et en politique, ce qui compte, quand on est au pouvoir, ce sont les actes, mais ce sont aussi les mots. Moi, je ne sais pas ce que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont dans leur tête à minuit quand ils sont posés sur leur oreiller, et moi, je ne sais pas sonder les reins et les cœurs. Donc je m'en tiens, parce que c'est la seule chose que j'ai face à moi, aux déclarations publiques. Eh bien, dans les déclarations publiques, en l'occurrence depuis le 7 octobre, il y a un parti qui a chargé les Juifs et qui s'est vautré dans l'antisémitisme le plus dégueulasse. Et il y en a un autre qui, dans les faits, et encore une fois, je ne sais pas ce que pensent les dirigeants du RN dans leur tête, mais dans les faits, il y a un parti qui s'est tenu correctement. Et qui, factuellement, a fait ce qu'il fallait faire. Donc, moi, je fais partie des gens qui, si le samedi, et pardon, parce que quand je dis ça, on me dit, oui, mais tu devrais pas, c'est un scénario improbable. Excusez-moi, hein. C'est pas du tout un scénario improbable. Et moi, je préférerais qu'on en revienne à l'époque où il y avait un candidat de droite républicaine qui affrontait un candidat de la gauche social-démocrate et que ça se passait comme ça entre gens, entre gens, bon, voilà. Bon, il se trouve que la droite républicaine, hélas, même si elle se bat et qu'elle se redresse petit à petit et que, y compris grâce à des villes comme ici, des régions, des départements, elle est en train de se redresser. On peut pas en dire de même pour la gauche républicaine qui, de toute façon, se couchera avec face à Mélenchon pour garder ses postes. Mais il se trouve que le débat est tellement polarisé que désormais la qualification pour le second tour, lorsque vous avez un RN qui est à 28, 30, 32 et que tout le monde derrière est à 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17 et demi, 12, 16, 14, 15, 14. Donc, en gros, celui qui fait 15, il peut être qualifié. Celui qui fait 15, ça peut être Édouard Philippe, ça peut être Gabriel Attal, ça peut être éventuellement Bruno Retailleau, et ça peut être Jean-Luc Mélenchon. Et ça peut être Jean-Luc Mélenchon, dont on sait par ailleurs que tout aussi horrible qu'il soit, il a un talent politique, un génie de la campagne, une maîtrise oratoire telle qu'il commence toujours à 10 et qui finit toujours au-dessus de 18. Et demander à deux de ces pauvres victimes qui s'appellent Benoît Hamon et Anne Hidalgo,
qui 2 fois d'affilée, Benoît et Anne, commencent à 14, 15, 16, lui est à 8, et il y en a un qui finit à 6, Benoît Hamon, et l'autre qui finit à 1,7. Avec un tel bilan, elle aurait dû partir, hein, mais vous voyez qu'elle continue à pérorer, à donner des leçons à la terre entière. Et lui, il finit à 18, donc 18, 19, 20, on peut se retrouver la prochaine fois avec Bardella ou Le Pen, ou ce qu'auront décidé les juges, face à Jean-Luc Mélenchon. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc moi, là, je donne pas de consigne de vote, je sais pas ce qu'il faudra faire, j'entends bien que tout un tas de mes copains, mes amis, de gens que j'aime bien, que j'adore, sont profondément emmerdés parce qu'ils ne s'imaginent pas voter pour le Rassemblement national. Et en même temps, si le samedi soir, on est à 45, 55, 46, 54, parce qu'on aura eu pendant 2 semaines tout le battage médiatique sur le cirque antifasciste et le bruit des bottes et compagnie, machin, et que ça commence à devenir serré, chacun en conscience devra se poser une question. Qu'est-ce que demain matin je vais faire dans les urnes? Voilà. Bah, ce sujet-là, il est posé. 3 autres questions. Oui. Faut appuyer sur le bouton. Non, il n'y aura pas. Bonsoir. Alors, j'ai une remarque brève et une question. Donc, la remarque brève, c'est, j'étais à la manifestation de Charlie Hebdo en 2015, et effectivement, il y avait une autre manifestation parallèle de gens, de maghrébins musulmans, qui voulaient pas se mêler à nous. Ils avaient peur d'être complètement phagocytés ou hués. Bon, ça c'est une première remarque. Donc 2 manifestations, une maghrébine, une normale. Et l'autre question que j'ai... Ah, peut-être pas normal, le mot est... J'ai pas votre talent oratoire. Je vais vous modérer, si vous permettez. Merci. Mais bon, comme on dit c'était sur un CNews, peu provocateur, on va se je modérer. reconnais. Bon, la deuxième question qui est un peu provocatrice aussi. Vous avez mentionné le prix de la balle iranienne à $2500. En fait, si j'ai bien compris, c'est pour racheter un corps qui a été tué. On fait payer les balles pour récupérer le corps. Ça me semble élevé dans la mesure où, en Chine, j'y étais il y a une vingtaine d'années, les parents d'un condamné à mort ne payaient qu'une seule balle, donc c'était le prix de la balle. Pourquoi il y a une telle différence de tarif? Voilà, je crois qu'il faut demander à Édouard Leclerc, là, je crois. Bonne question. On va passer à la question suivante. Une autre question. Je répondrai à la prochaine conférence. Hein. Après les calculs. Pas d'autres questions? Bon, ben, je crois... On va pas finir sur une question comme ça. Hein. Non. Non, on va donner peut-être la parole à nos élus quand même. Allez. David, Xavier, Allez. Sophie. On fait David et puis on va faire après. Voilà. Vas-y. Bonsoir Amine. Merci de ton combat, merci de ta présence ce soir déjà à l'invitation d'Harry et de Jaxil. Merci de ton courage parce que il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont ton courage, pas beaucoup de gens engagés qui ont ton courage. Je sais que Agnès Petit-Dumas ou des gens comme Sophie Deschamps avec nous ici à Levallois le sont et elles le font au péril pas de leur vie, mais avec des menaces régulières sur les réseaux sociaux, sur des menaces par écrit. Elles ont une vie de famille, donc je sais à quel point ça peut être compliqué de s'engager pour la communauté juive. On a fait un voyage avec Agnès en Israël, c'était la première fois qu'elle y allait, avec le Magen David Adom. La région, avec tout son tien et celui de Sophie, la région a financé une ambulance du MDA. Vous savez que les ambulances du Magen David Adom ont été les premières cibles des terroristes du Hamas. Voilà, j'aimerais, j'ai un vœu, un rêve, d'avoir beaucoup plus d'élus engagés. Moi, je le suis, mais parce que je suis juif et la moitié de ma famille vit en Israël. Je rêverais d'avoir plus de gens engagés du côté des élus auprès de la communauté juive, mais auprès simplement pas que d'Israël, voilà, de la diversité des pensées, des opinions. Et au niveau des intellectuels, dont tu fais partie, il y en a quand même très peu. Tu l'as dit en préliminaire, il y a eu beaucoup de gens qui tweetaient pour Gaza, il n'y en a pas un seul qui tweet pour Israël, il n'y en a pas un seul qui tweet pour l'Iran.
Est-ce que tu es optimiste pour la suite par rapport à ce clivage qui s'accélère? On l'a vu pendant toutes les festivités, que ce soit Festival de Cannes, que ce soit à Avignon. Il y a eu un bashing sur Israël et sur la communauté juive de la part de la sphère culturelle. Vous à Venise. Bah oui. Est-ce que tu es optimiste sur la suite pour notre monde, pour notre univers intellectuel? On prend une dernière question. Une dernière question. Merci. Faut pas appuyer, non. D'accord. Alors, je sais que Rima Hassan et Mathilde Panot ont été convoqués au tribunal pour apologie du terrorisme, mais sauf erreur de ma part, ils n'ont pas été condamnés. Et il me semble pas que la France insoumise ait été condamnée par rapport concernant leurs propos outrageux à diverses reprises. Et moi, je trouve pas normal aussi que les gens qui osent parler de génocide, ce qui est évidemment un mensonge, soient pas condamnés. Est-ce qu'on peut comment vous expliquez que ces horribles personnes n'aient jamais été condamnées? Est-ce qu'on pensait que voilà que ça va que ça va pouvoir changer et que ça va pouvoir changer que est-ce qu'on peut espérer que de demain ils seront condamnés pour les propos horribles qu'ils ont tenus? Très bien. Une dernière question ou c'était la dernière? Ouais. Levez la main si vous souhaitez parler. Très bien, c'était la dernière. C'est bon. D'abord, merci. Merci à tous les deux pour votre présence. Et c'est vrai que dans ce combat, on a souvent des moments qui sont un peu compliqués où on se demande si la politique sert encore à quelque chose, si elle a du sens. Et c'est vrai que il y a des moments où on est fier. Moi, par exemple, j'ai été très très fier, vraiment, lorsque la situation à Sciences Po a commencé à dégénérer, que nous nous sommes retrouvés face à une direction, pas la nouvelle, je précise, mais l'ancienne direction, qui manifestement n'avait pas pris conscience de ce qui était en train de se passer au sein de sa propre école. Que nous, et la présidente de région, au gré de ses déplacements, rencontraient des parents ou recevaient des lettres de parents qui lui disaient, Madame la Présidente, moi, mon fils ou ma fille, lorsqu'il arrive maintenant à Sciences Po, on lui demande s'il est sioniste. Et il y a eu un cas très précis où l'entrée dans un amphi a été refusée au prétexte de l'antisionisme, mais en fait, on a tous compris qu'on avait refusé à cet étudiant l'entrée parce qu'il était juif et qu'on avait conclu au fait que parce que juif, il était de facto un soutien du gouvernement israélien et qu'il était sioniste et qu'il était génocidaire. Et donc, quand on dit de quelqu'un que c'est un génocidaire, ça justifie tout. Et je me souviens, il y a eu un moment de flottement et c'est dans ces moments-là qu'on voit la différence entre des responsables politiques qui ont un peu de courage et les autres. C'est que certains se sont contentés de faire des communiqués de presse et certains n'ont d'ailleurs rien dit. Certains n'ont rien dit. Et moi, je suis en campagne avec une candidate à la mairie de Paris, donc je ne vais pas ici faire de la politique politicienne, mais je note y compris que la maire de la ville où se situe cette école, et qui n'est pas n'importe quelle ville dans ce pays, puisque c'en est la capitale, n'a pas eu un mot à ce moment-là. Et moi, je me souviens de Valérie Pécresse, lors d'une réunion, lorsqu'on a fait un état des lieux précis sur cette situation, où elle a décidé pendant cette réunion que la région couperait des subventions à Sciences Po tant que l'école ne s'engagerait pas à rétablir une situation normale. Et ça a été annoncé le jour même. Ça a été annoncé le jour même
Elle a appelé la direction de l'école le jour même pour leur dire que les financements étaient suspendus. Et elle est même allée plus loin, c'est qu'elle nous a fait travailler avec les équipes concernées, Nelly Garnier, que tu connais, chère Sophie, qui est la vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur. Nous avons écrit un texte, une charte, pour dire à tous les autres, voilà ce qu'on a fait à Sciences Po, voilà ce que la région a fait à Sciences Po, mais on a une charte qui va aussi s'appliquer à vous. Ça veut dire que si demain, dans vos propres écoles, dans vos propres universités, on devait constater des dérives, eh bien, vous aussi, vous subirez le même sort qu'a subi Sciences Po. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y a eu un nouveau directeur, Louis Vassy, qui est entré en fonction, qui a contacté la présidente de région, qui lui a dit, voilà, moi j'arrive, je veux partir sur de bonnes bases, à la fois au sein de mon école, je veux rétablir l'ordre, je veux qu'avec vous, qui êtes un partenaire important, on puisse retrouver des relations normales. Et donc moi, j'aimerais bien récupérer cet argent parce que j'en ai besoin, mais je sais que pour récupérer cet argent, j'ai besoin de formuler auprès de vous un certain nombre d'engagements et je vais les formuler. Et il est venu, il les a formulés et les relations ont pu reprendre tout à fait normalement entre la région et Sciences Po. Ben ça s'appelle faire de la politique. Voilà. C'est pas juste faire des phrases, des communiqués, des tweets pour dire je condamne avec la plus grande fermeté, nanani, nanana. Ça s'appelle faire de la politique. Et c'est ce qui s'est passé avec We Love Green, le festival de Monsieur Pigasse, qui a le droit de raconter toutes les horreurs parce que lui, il est de gauche. Lorsque nous avons appris qu'un groupe irlandais de rock qui a fait l'apologie du Hamas et du Hezbollah en Angleterre était programmé, je ne vais pas rentrer dans le secret des conversations entre ma patronne et Monsieur Pigasse, donc je rentrerai pas dans le détail, mais clairement la région a demandé à Monsieur Pigasse la déprogrammation de ce groupe en attente du procès. Il a refusé de déprogrammer le groupe. Eh bien, qu'a fait la région Île-de-France? Elle a retiré l'ensemble de ses subventions au festival We Love Green. Donc ça, c'est facile. Ça s'appelle coup pour coup. Voilà. Et évidemment, Sophie fait bien de me le rappeler, c'est que dans les deux cas, évidemment, que les élus s'en sont pris plein la gueule. Valérie Pécresse, dans le nord de Paris, dans le 18e, notamment à Barbès, elle a eu sa tête collée sur des pylônes du métro avec des affiches où il y avait écrit « Valérie Pécresse, soutien du génocide ». D'accord? Et aujourd'hui, à cause de ça, notamment, sa protection policière est un dispositif important qui est là, qui l'accompagne dans l'ensemble de ses déplacements au quotidien. Et quand on la croise dans les réunions, on repère les officiers de sécurité qui l'accompagnent. Voilà à quoi ça vous expose. C'est pas neutre d'afficher un visage sur du mobilier urbain en disant cette dame-là, voyez son visage, retenez son nom, elle est complice d'un génocide, elle est complice d'un massacre, elle est complice du fait qu'on tue des enfants ou des innocents à Gaza. C'est ça qui est dit. Et en même temps, ça ne doit pas inciter à la peur, au silence. Lorsque l'olivier d'Ilan Halimi a été scié, eh bien là aussi, le jour même, elle a dit il faut qu'on en replante. Et on en a replanté dans les jardins de la région. Il y avait, vous étiez là tous les deux, il y avait Elisabeth Badinter, il y avait Patrick Bruel, il y avait tout un tas de personnalités qui étaient là présentes et qui ont symboliquement replanté cette arbre. Donc ça veut dire que c'est une bataille. Elle est difficile, il y a beaucoup de coups à prendre. Mais c'est une bataille qui mérite d'être menée. Et donc nous allons continuer à la mener. Merci Amine, merci pour ces mots forts, pour cet engagement, pour ton courage. Nous clôturons cette conférence. On peut applaudir Amine. Vous pouvez retrouver la conférence sur notre chaîne YouTube axil.levallois. Merci.